Bonjour. L'énergie photovoltaïque a fait des progrès fulgurants durant les 10 dernières années. Leur rendement s'est accru de 25% et leur prix a été divisé par 10. Cela bouleverse le rôle que peut tenir le photovoltaïque dans la transition énergétique. De nombreux décideurs n'auraient pas vu venir ces progrès et dans les débats actuels, on constate qu'ils sont encore nombreux à ne pas avoir pris en compte les données réelles du photovoltaïque d'aujourd'hui. On entend encore de nombreux arguments qui n'ont plus lieu d'être au sujet de cette énergie. Il est temps de distinguer le vrai du faux. Bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui, notre expert, Stéphane Moreau. Bonjour Stéphane. Bonjour Marian. Peux-tu rappeler à nos auditeurs qui tu es, d'où vient ton expertise sur la question ? Je suis ingénieur de formation, passionné par l'énergie depuis toujours. Je travaille dans l'électricité photovoltaïque depuis les années 90. Et aujourd'hui, je dirige le groupe Unit qui produit de l'électricité verte d'origine photovoltaïque et hydroélectrique et un peu éolienne. Donc Stéphane, pour démarrer, je t'explique comment ça va se passer. Nous allons jouer au jeu des questions. Les modules photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques utiliseraient les terres rares, d'après ce que j'ai entendu dire. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux. Les modules photovoltaïques utilisés aujourd'hui ne contiennent pas de terres rares. Le composant principal des panneaux photovoltaïques d'aujourd'hui est le silicium. Il sert à fabriquer des cellules qui sont prises dans un sandwich entre deux plaques de verre. Et le verre, il est également fait à partir d'atomes de silicium. Donc j'ai bien compris, il n'y a aucune terre rare dans le photovoltaïque. Mais j'ai entendu parler d'une pénurie prochaine de silicium. Qu'en dis-tu ? C'est également faux. Le silicium, c'est le deuxième atome le plus présent sur Terre, juste après l'oxygène. Et il est très facile d'accès. Il y en a partout dans la croûte terrestre. Il n'y a donc absolument aucun risque de pénurie de silicium. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en raison de l'explosion du marché photovoltaïque, il peut par moment y avoir un retard dans nos capacités à purifier le silicium. Donc temporairement, de temps en temps, la demande est supérieure à l'offre et il y a un petit moment de tension, mais c'est toujours temporaire. D'accord, donc la rareté du matériel n'est pas un frein du tout au déploiement du photovoltaïque à grande échelle. Maintenant, il y a une petite partie économique qui m'intéresse. Parce que pendant très longtemps, j'ai entendu que c'était cher et non compétitif. Ce n'est plus vrai du tout. C'était vrai il y a 10 ans. C'était encore plus vrai il y a 20 ans. Le prix des panneaux était si élevé à cette époque que le prix de revient de l'électricité qui en découlait n'était pas du tout compétitif par rapport au réseau électrique, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cette époque, on utilisait le photovoltaïque seulement aux endroits où on n'avait pas accès au réseau électrique. Par exemple, pour faire des réémetteurs en haute montagne ou des balises en pleine mer. Mais en 20 ans, cela a changé de manière extraordinaire. Le prix des panneaux a été divisé par 100. Cela a été réussi grâce aux pays qui ont compris il y a 20 ans qu'il y avait un énorme potentiel de baisse de prix à condition de faire grossir les volumes et le marché. Le premier qui a compris cette perspective a été le Japon, qui connaissait très bien la règle de Moore et la loi des marchés de l'électronique. Il a été suivi par l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, qui ont tous identifié ce potentiel de baisse de prix. Qu'ont-ils fait ? Ils ont subventionné leur marché, ça a fait grossir le nombre de panneaux installés dans leur pays, et en voie de conséquence, ça a fait baisser les prix. Et ça a marché, et ça a porté ses fruits. De 2012 à 2022, le prix du photovoltaïque a été divisé par 10. Et il avait préalablement été divisé par 10 dans la décennie précédente, d'où la division par 100 en 20 ans. D'autres évolutions ont rendu possible ce solaire ultra compétitif. Le rendement des panneaux, il était de 10% dans les années 70, il est passé à 24% aujourd'hui, et il se rapproche assez rapidement des 30%. Ce qui veut dire qu'avec un même panneau, on transforme beaucoup plus de quantité d'ensoleillement en électricité. Mais la durée de vie a également bien évolué. Elle était de 10 ans dans les années 80, elle est de plus de 40 ans aujourd'hui. Et c'est un 40 ans qui est solide, puisque les fabricants sérieux garantissent leurs panneaux sur une très longue durée, 30 voire 35 ans. Et non seulement ils garantissent que dans 30 ou 35 ans, le panneau fonctionnera encore bien, mais ils garantissent qu'il perdra moins d'un demi% de puissance par an. Ce qui veut dire que si vous achetez un panneau photovoltaïque aujourd'hui et que vous l'installez aujourd'hui, dans 20 ans, il aura encore plus de 82% de sa puissance initiale. C'est extraordinaire. Et je ne connais pas un autre produit industriel qui bénéficie d'une telle durée de vie garantie. Et c'est pas tout. Les onduleurs, c'est la partie qui transforme le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif.
compatibles avec le réseau électrique sur lequel on va injecter cette électricité. Eh bien, ces onduleurs, dans la durée, ils ont également énormément baissé en prix et énormément amélioré leur rendement de conversion. Et ça contribue bien sûr à faire baisser le prix de l'électricité qui sort des panneaux solaires. Enfin, et c'est pas négligeable, le métier qui consiste à exploiter des centrales photovoltaïques, il s'est énormément professionnalisé en 20 ans, avec des solutions de contrôle à distance, des ingénieurs de mieux en mieux formés, etc., etc. Donc, en conséquence de tous ces progrès, le solaire est maintenant très compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. C'est pour ça qu'on utilise le solaire là où il y a déjà des réseaux électriques. Des ordres de grandeur. L'électricité solaire, aujourd'hui, elle coûte environ 5 centimes le kilowattheure à la sortie d'une grande centrale. Ou peut-être de l'ordre de 16 centimes le kilowattheure si on parle d'une petite centrale en toiture. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nucléaire de dernière génération, celui des centrales qui ont été construites dernièrement, dans d'autres pays que la France, et bientôt en France, il est d'environ 10 centimes le kilowattheure. D'accord. Donc j'ai bien compris que l'électricité photovoltaïque, c'est une énergie intéressante économiquement d'après ce que tu me dis. Maintenant, je sais, de sources sûres, que l'électricité photovoltaïque coûte une fortune en subventions et en demande d'aide publique. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? J'ai des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Bien là encore, ce n'est plus vrai du tout. Mais vraiment plus vrai du tout. Développer les énergies renouvelables, ça a coûté de l'argent public. Pendant quelques décennies. Le temps d'aider le marché à décoller, à augmenter les volumes et à faire baisser les prix de revient, c'est ce qu'on a évoqué sur la question précédente. Mais aujourd'hui, le solaire est compétitif. Donc il ne coûte plus rien en subvention. D'ailleurs, les énergies renouvelables, depuis 1 an, apportent plus de recettes à l'État qu'elles n'en coûtent. Et les montants dont je parle sont très importants. Et c'est pas moi qui l'affirme. C'est l'organisme officiel qui gère le réseau électrique français, ou en tout cas qui arbitre le réseau électrique français, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Eh bien, elle vient de nous indiquer dans un rapport très officiel que dans les conditions actuelles, l'énergie photovoltaïque va rapporter entre 2022 et 2023, si on fait le bilan, plus de 30 milliards d'euros à l'État. Ce qui veut dire que, avant fin 2024, les énergies renouvelables auront rapporté à l'État plus d'argent qu'elles n'ont coûté pendant les 20 années où elles ont été aidées par l'État. Voilà, la compétitivité est arrivée, on n'a plus besoin d'aide de l'État, on est rentable pour le citoyen et pour l'État. Ok, j'avais raison il y a quelques années, mais c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Maintenant, j'ai entendu un argument politique comme quoi le photovoltaïque n'apporterait rien aux communes. Eh bien, encore une fois, c'est faux, complètement faux. La production d'électricité photovoltaïque est soumise à un impôt qui s'appelle l'IFER et qui est collecté au profit des collectivités territoriales. Une partie de cet IFER est reversée aux communes, là où sont installés les panneaux photovoltaïques. Encore une fois, parlons d'ordre de grandeur. Si on fait une grande installation au sol de l'ordre de 20 MW, que l'on construit nous régulièrement, ça apporte en IFER un impôt de 60 000 € destiné aux collectivités locales, le département, la communauté de communes. Et en tout cas, il y a au moins 20% qui seront reversés directement à la commune. Si bien qu'un parc photovoltaïque sur une commune, ça apporte des recettes, ça permet donc de baisser les impôts locaux, et puis ça permet de financer des projets sans solliciter le contribuable. Je suis rassuré pour les communes, c'est bon. Maintenant, il reste un point important par rapport à l'hiver, en fait, par rapport à la saisonnalité et la France. En France, on me dit que le photovoltaïque ne produit pas grand-chose par temps couvert, et puis que ça produirait quasiment rien, parce qu'on est très au nord. Mais là encore, cela est complètement faux. Un panneau photovoltaïque, bien sûr, produit beaucoup plus en été par beau temps qu'en hiver par temps nuageux. C'est une évidence. Cependant, ce qui est important, c'est de regarder le bilan de la production d'électricité d'un panneau photovoltaïque tout au long de l'année. Pour illustrer le fait qu'un panneau photovoltaïque produit toute l'année, je vous rappelle que ce sont les panneaux photovoltaïques qui alimentent en électricité les réémetteurs des télécommunications en haute montagne. Et sauf erreur de ma part, nous utilisons ces réémetteurs 4 saisons par an. Ils sont autonomes toute l'année, donc on produit bien en toute saison. Mais ce qui est important, c'est de raisonner à l'année. Alors, allons-y, parlons ordre de grandeur une fois de plus. En France, et là je ne suis pas en train de vous parler de l'Afrique du Nord, en France, sous un ensoleillement moyen français. Si j'installe seulement 5 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur une maison, je vais produire environ
1300 kWh par an. Ça représente un peu plus de la moitié de la consommation électrique moyenne d'un Français. Donc, reprenons aussi quelques ordres de grandeur, cette fois à l'échelle de la France. En France, bien qu'on ne soit qu'au début du déploiement de cette énergie désormais compétitive, en 2021, le photovoltaïque a déjà fourni 3% de l'électricité consommée par les Français. Et l'objectif national, c'est de monter progressivement jusqu'à 30%. Très bien, il y a donc moyen d'alimenter en énergie photovoltaïque un pays comme la France ou un pays en climat tempéré. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a quand même des grosses contraintes au niveau de l'orientation de ces panneaux. Par exemple, ça ne fonctionnera tout court que si c'est orienté plein sud. C'est faux. On n'a pas besoin d'être rigoureusement orienté plein sud pour produire de l'électricité avec un panneau solaire. Bien sûr, il est plutôt orienté dans le secteur sud, mais il peut être sud-est, il peut être sud-ouest. Globalement, les panneaux solaires produisent quelle que soit leur orientation. D'ailleurs, il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les cellules qu'il y a dans nos panneaux solaires sont bifaciales, c'est-à-dire qu'ils produisent des deux côtés. Donc même la face qui est orientée en direction du sol produit un petit peu. Elle récupère ce qu'on appelle l'albédo, c'est l'ensoleillement qui est réfléchi par le sol. Donc l'orientation et l'inclinaison des panneaux solaires permettent d'optimiser la production, mais on a une véritable souplesse sur ces deux paramètres. Très bien. L'orientation plein sud, c'est une optimisation, c'est une recommandation, ce n'est pas une nécessité. Maintenant, on va attaquer quelques points qui pourraient nous intéresser au sujet de la pertinence environnementale. Déjà, premier point, première question, on me dit qu'une installation photovoltaïque fournit moins d'énergie que ce qui a été consommé pour sa fabrication. Alors, je ne sais pas sur quelle période de temps, mais si c'est vrai, c'est un énorme problème. Encore une fois, cela est faux, complètement faux. Et prenons de vrais chiffres. En France, un système photovoltaïque qui utilise des modules au silicium monocristallin rend l'énergie qui a été consommée pour sa fabrication en moins de 1 an. Il y a quelques années, c'était en moins de 2 ans, mais maintenant on est passé en dessous de 1 an. Or, ce panneau photovoltaïque, il aura une durée de vie de l'ordre de 40 ans. Je vous rappelle que c'est même une garantie de 35 ans, mais une durée de vie qui sera d'au moins 40 ans. Ce qui veut dire que globalement, dans une durée de vie normale, un panneau photovoltaïque va fournir 40 fois plus d'énergie qu'il n'en a consommé pour sa fabrication. Et c'est un très très bon ratio. Ce serait intéressant de le comparer avec d'autres énergies, mais le photovoltaïque, à ce titre, est l'une des meilleures. Ok, on rentabilise le photovoltaïque assez rapidement. Maintenant, tu me parles de 40 ans et de la fin de vie du panneau photovoltaïque. Mais qu'est-ce qui se passe si ça pollue et surtout si ça ne se recycle pas? Eh bien en fait, cela se recycle. Un panneau photovoltaïque se recycle et se recycle très bien. En masse, on est déjà à 95% de la matière d'un module qui est valorisée à l'occasion de son recyclage. Et la filière est parfaitement organisée. Aujourd'hui, on récupère très bien les panneaux lorsqu'ils sont démontés. Ils sont envoyés dans des usines de recyclage qui sont dédiées à ce sujet-là et qui récupèrent le verre, le silicium, l'aluminium qui constitue le cadre. Ce sont des matériaux qui se recyclent très très bien. Donc il n'y a que 5% de matière qui est mal recyclée en fin de vie du matériau. Et ce recyclage, il est organisé par un éco-organisme qui s'appelle Soren, donc qui est en charge de récolter les panneaux, de les orienter vers les usines adaptées au recyclage. Et ça ne coûte rien au propriétaire du panneau. Quelle que soit la marque du panneau, quelle que soit son origine, en fait, une éco-participation a été payée initialement. Et elle finance la collecte, le tri, le recyclage. La France est d'ailleurs un très bon opérateur et nous avons de très bonnes entreprises dans l'activité de recyclage de panneaux photovoltaïques. J'espère que nos auditeurs sont rassurés sur ce point. Le panneau photovoltaïque se recycle très bien. Mais on est dans une situation écologique un peu tendue et il semblerait, d'après certaines sources, que le panneau photovoltaïque émette beaucoup de CO2. Cela est faux. Cela est très très faux. Le solaire est l'une des sources d'électricité qui est la moins émettrice de CO2. Globalement, en moyenne, une installation photovoltaïque à base de panneaux en cristallin, ce qui est la majorité de la technique utilisée, émet environ 30 grammes de CO2, 30 grammes d'équivalent CO2, si on veut être rigoureux, par kilowattheure. Et ce chiffre n'est pas biaisé. Il intègre tout le cycle de vie, y compris dans le cas où les panneaux viennent d'usines asiatiques et qu'il a fallu les transporter.
Eh bien, ce ratio de 30 grammes de CO2 par kilowattheure, il est entre 16 et 33 fois meilleur que toutes les énergies fossiles. C'est aussi 8 fois moins de CO2 que la moyenne des énergies électriques utilisées pour alimenter le réseau européen. Le réseau européen, en moyenne, il est à 230 grammes de CO2 par kilowattheure. On fait donc 8 fois mieux que la moyenne. Il faudrait ajouter que non seulement le photovoltaïque émet peu de CO2, mais comme les panneaux ont une durée de vie qui est de plus en plus longue, comme les progrès techniques font qu'on utilise de moins en moins d'énergie pour fabriquer un panneau, ce ratio de CO2 émis par kilowattheure, il n'a de cesse de s'améliorer et les industriels nous annoncent qu'il leur faudra quelques années pour tomber à environ 15 grammes de CO2 par kilowattheure et peut-être même de descendre jusqu'à 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Si j'ai bien compris, dans un monde où le problème du carbone est la première urgence écologique, le photovoltaïque ressemble à l'une des meilleures solutions pour produire de l'électricité décarbonée. Et c'est très bien. Mais j'ai entendu également d'autres problèmes, écologiques toujours. Par exemple, on me dit qu'une installation photovoltaïque au sol dégraderait les sols. C'est faux. Les producteurs d'installations photovoltaïques à partir de panneaux installés au sol s'engagent tous à tout démonter à la fin du projet, donc dans 30 ou dans 40 ans. Sauf bien sûr, si à cette période-là, on considère que l'installation est dans super bon état et qu'on repart pour une période de 20 ou 30 ans. Mais dans tous les cas, un sol où a été installé des panneaux photovoltaïques sera rendu en l'état le jour où on enlève les panneaux photovoltaïques. Mais rentrons dans quelques détails techniques. Ça consiste en quoi installer des panneaux photovoltaïques dans un sol ? Tout simplement à planter ou à visser des pieux métalliques sur lesquels viendront se fixer les panneaux. Dans la plupart des cas, il n'y a pas 1 gramme de béton. Donc, une installation photovoltaïque, ça se démonte beaucoup plus facilement qu'une autre centrale de production d'électricité, quelle qu'elle soit. Puis un autre point qu'on pourrait souligner aussi, c'est que chaque fois qu'on envisage de faire une installation photovoltaïque au sol, préalablement, on fait une étude d'impact environnemental. Et cette étude permet d'éviter toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir, de vérifier les espèces qui sont en présence. Et la fourniture de cette étude d'impact est un préalable à l'obtention d'un permis de construire une installation photovoltaïque. Donc nous sommes très précautionneux et en aucun cas le photovoltaïque n'entraînera une dégradation des sols. J'espère que ceux qui nous écoutent sont rassurés. Mais ça semblait un peu évident pour certains, j'imagine. D'un autre côté, voilà un point sur lequel, depuis le début, quand je pose les questions, je fais semblant d'être dans le camp de ceux qui se posent vraiment la question. Et là, disons que c'est pas ma question. Je peux pas incarner la question. Mais pour certaines personnes me disent que le photovoltaïque au sol, c'est visuellement hideux. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Bon, ma première réponse, c'est de dire que c'est subjectif et qu'on peut dire que tout est relatif. Alors, bien sûr, c'est pas invisible une installation photovoltaïque au sol. Mais honnêtement, soulignons quand même que c'est assez discret. D'ailleurs, je suis sûr que parmi nos auditeurs, beaucoup de gens passent tous les matins à côté d'une installation photovoltaïque, le long d'une autoroute, voire le long d'un chemin de fer, et ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas ? Parce que généralement, quand on fait un champ photovoltaïque de plusieurs hectares au sol, tout autour, on installe des haies paysagères qui font qu'on ne le voit pas, parce qu'une installation photovoltaïque, ça ne monte pas très très haut. Donc c'est très facile de le rendre discret. Par ailleurs, je pense que c'est pas inutile de mettre en évidence que c'est pas très visuel, c'est pas très haut, et ça fait pas de bruit. Donc l'impact visuel et l'impact paysager, il n'est pas nul, mais enfin il est très très limité. Je pense qu'il faut le reconnaître. En tout cas, je pense qu'une installation photovoltaïque au sol, personne ne me contestera que c'est moins vilain qu'une grosse centrale au charbon, voire qu'une centrale nucléaire. En effet, je pense qu'on peut argumenter là-dessus. Bon, on va attaquer maintenant des sujets un peu plus profonds avec l'exploitation des centrales. On va aller un peu plus dans le dur. Et on entend dire parfois que les panneaux solaires, ça demande beaucoup d'entretien. Et si c'est vrai, malgré la rentabilité qu'ils ont, ça peut créer un surcoût. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien là encore, cette affirmation est fausse, très fausse. Parmi tous les moyens de production d'électricité,
le photovoltaïque est celui qui demande le moins d'entretien, celui dont l'entretien est le plus facile. On n'a pas de mécanique, on n'a pas de pièces en mouvement, on n'a pas de carburant à apporter. C'est tous ces éléments-là qui simplifient énormément l'entretien du photovoltaïque. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le photovoltaïque a été choisi pour électrifier les balises en haute mer, les réémetteurs en haute montagne. Chaque fois au départ de ce marché où on se disait il est très compliqué d'envoyer un technicien, on a choisi le photovoltaïque, même à l'époque où il était très très cher. Donc le photovoltaïque est très facile d'entretien. En revanche, comme tout site industriel, il demande un certain entretien. Et pour le faire de manière optimisée, bien entendu, les installations sont équipées de systèmes de monitoring qui mesurent en permanence le bon fonctionnement, qui permettent de prévenir des techniciens s'il y a un souci avant même qu'il y ait une panne. C'est cette simplicité, cette fiabilité du photovoltaïque qui fait aussi que les industriels garantissent l'outil de production qui est le panneau solaire pour 35 ans. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous recommande l'épisode qui concerne la centrale de Mesos sur la question. Au cours de cet épisode, en fait, on a développé un tout petit peu les points qui concernent l'entretien et la centrale au quotidien. Et donc c'est très bien d'apprendre que les centrales photovoltaïques demandent moins d'entretien ou peu d'entretien. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, et j'ai presque ma réponse alors. Quand on me dit qu'un panneau solaire c'est fragile, mais je vais dire, tout est relatif, mais c'est plutôt faux. Un panneau solaire, certes, c'est du verre, mais c'est du verre trempé, c'est un biverre. Et donc, allez, comparons à des choses qu'on connaît tous dans la vie de tous les jours. C'est plus solide qu'une fenêtre de toiture. C'est à peu près aussi solide que le pare-brise d'une voiture. Et en tout cas, c'est beaucoup plus solide que les tuiles que nous avons sur nos maisons. Donc, il arrive que des grêles tombent sur des régions, que cela casse toutes les tuiles, mais pas les panneaux en toiture, que cela cabosse beaucoup de carrosseries sans casser les pare-brises. Donc globalement, c'est très solide. N'allons pas jusqu'à nous faire croire que c'est incassable. Si un jour il y a une grêle avec des grêlons de la taille d'une boule de pétanque, il pourra y avoir des dégâts. Mais la probabilité est très très faible, et c'est bien ce niveau de solidité qui fait que nos assureurs ne rechignent pas du tout à assurer les panneaux photovoltaïques contre la casse, parce que c'est globalement très solide. Excellente nouvelle. On va regarder maintenant la vision à long terme, moyen terme, à l'échelle nationale pour la France. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Comment ça se passe? Et je commence avec une première question qui m'interroge. J'entends dire que la France est en retard sur ses objectifs. Et là, malheureusement, c'est vrai. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit 20 gigawatts installés en 2023 et entre 35 et 44 gigawatts installés en 2028. Et en septembre 21, nous n'étions qu'à 13,2 gigawatts raccordés, soit 66% de l'objectif 2023. Donc la France est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne qui soit en retard sur ses engagements. Et le rattrapage de ce retard va coûter de l'argent au gouvernement français et donc malheureusement aux contribuables. On pense que cette année, ce qui devrait être payé par le gouvernement pour ce retard devrait être de l'ordre de 500 millions d'euros, ce n'est pas rien. Donc la France annonce qu'elle veut accélérer, qu'elle veut changer d'échelle, qu'elle veut développer plus de fermes solaires, et c'est heureux parce qu'il faut absolument y aller. Je te reprends sur le terme de ferme solaire. On a beaucoup parlé d'agrivoltaïsme, et j'ai même fait l'erreur il y a quelques temps, il y a quelques mois personnellement. Une ferme solaire, c'est du photovoltaïque sur une ferme agricole, c'est logique. Alors non, c'est un contresens. En fait, l'expression ferme solaire, elle vient de la traduction littérale de l'anglais photovoltaic farm. Une ferme solaire, c'est tout simplement une installation de photovoltaïque au sol sur un grand terrain pour produire de l'électricité. En bon français, on devrait parler tout simplement de centrale photovoltaïque. Donc développer plus de fermes solaires, c'est développer plus d'installations de grande surface. J'essaierai de ne plus faire l'erreur à l'avenir. À ce sujet, on dit que les surfaces, tu parles de surface, que les surfaces nécessaires pour le photovoltaïque sont hallucinantes. Et on reviendra, ça pourrait devenir moche à terme, si vraiment on occupait tout l'espace avec du photovoltaïque. C'est faux, c'est très faux. Et une fois encore, pour
rassurer et comprendre, il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Alors, l'ambition française, elle est de multiplier par 10 la puissance photovoltaïque entre aujourd'hui et 2050. C'est ce qu'a dit le président Macron lors de son discours à Belfort en début 2022. Donc, multiplier par 10 revient à estimer qu'en 2050, il nous faudrait 100, voire 130 gigawatts installés. La production sera alors, si on atteint cette fois cet objectif, pour une fois, de 160 TWh par an par énergie photovoltaïque, qui représentera environ 25% de la consommation totale d'électricité de la France. C'est un objectif ambitieux, c'est un objectif tenable, et c'est l'objectif qui a été décidé au sommet de l'État. Pour atteindre cet objectif, quelle surface faudrait-il ? Va-t-on saccager les espaces français pour installer tous ces panneaux solaires ? Ben non, absolument pas. La moitié pourra être faite, environ la moitié, sur des grandes toitures, des parkings, des sites qui sont déjà dégradés. Et puis l'autre moitié devra être installée au sol. C'est indispensable de faire une grande partie au sol sur de grands terrains, sinon on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif. Et puis, c'est quand même au sol, en faisant des très grandes installations, qu'on fait les installations dont le prix de revient du kilowattheure est le plus bas, le plus compétitif. Et générer une énergie solaire compétitive, c'est très important aussi. Donc on va en faire la moitié au sol. Alors, pour faire la moitié au sol, quelle surface nous faudra-t-il ? 65 gigawatts au sol, ça demandera un peu moins de 60 000 hectares. C'est quoi 60 000 hectares ? Est-ce que ça représente 10% de la surface agricole française ? Non. 5% alors ? Non plus. 2% ? Non, même pas. 1% ? Même pas. 0,2% de la surface agricole utile française. 2 millièmes de la surface agricole utile française. Et de toute façon, on ne se mettra pas que sur des terres agricoles. Je compare à la surface agricole juste pour qu'on ait tous des ordres de grandeur en tête. Et au fait, ça va se faire en 22 ans alors, puisqu'on parle de l'objectif 2050. Alors, si on prend cette surface et qu'on l'occupe progressivement en 22 ans, il nous faudra donc trouver environ 2700 hectares par an pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Comparons à d'autres surfaces utilisées en France aujourd'hui. C'est 10 fois moins que les surfaces que l'on utilise aujourd'hui chaque année pour construire des maisons individuelles. Donc, j'ai jamais eu l'impression qu'en construisant des maisons individuelles, on mettait en péril le sol français. En tout cas, 10 fois moins pour atteindre un objectif ambitieux en photovoltaïque. Il n'y a absolument aucun danger de dégrader le sol français en ayant des ambitions photovoltaïques. N'ayons pas peur de faire un choix cornélien entre souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire. On peut très bien mettre beaucoup de panneaux photovoltaïques au sol tout en gardant la grande part des terres agricoles dont nous avons besoin. Et en plus, de temps en temps, on pourra installer des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, mais bien sûr, sans jamais nuire à l'activité agricole préexistante. Par exemple, on fait des ombrières au-dessus d'élevages. On ne réduit pas l'élevage, mais on apporte de l'ombre et du confort animal. Donc, il n'y a absolument aucun problème de surface pour avoir des ambitions photovoltaïques en France. C'était la question sous-jacente. Je voulais savoir, moi, si à terme, j'allais finir par devoir choisir entre mettre de l'électricité dans mon téléphone ou manger des pâtes. Maintenant, on sait, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de problème. Question suivante, un peu plus technique. Et c'est une question que j'entends par des ingénieurs. Les énergies renouvelables seraient un risque pour la stabilité du réseau. Est-ce que c'est des bons ingénieurs qui me disent ça ? Alors, c'est une information qui est fausse. Et pour savoir répondre, il faut être un spécialiste, que je ne suis pas. Donc quand on ne sait pas, on se renseigne auprès des spécialistes. En tout cas, c'est la rigueur que j'essaye d'avoir. Et les spécialistes de l'équilibre du réseau en France, on les trouve où ? On les trouve chez RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Il est chargé notamment d'assurer la stabilité du réseau à moyen et long terme. Donc RTE fait tous les 2 ans des rapports pour parler de la prospective du mix énergétique français. Et dans le dernier rapport, RTE souligne non seulement qu'il n'y a pas de souci dès l'équilibrage du réseau en montant jusqu'à 30% d'énergie de type renouvelable, de type solaire,
d'ici 2050, que le réseau peut parfaitement l'absorber et le gérer. Mais RTE souligne aussi qu'il est indispensable de développer les énergies renouvelables pour répondre à la croissance de la demande d'électricité. Parce que, quelle que soit la part qui soit produite par le nucléaire, dans ce rapport, on indique qu'il faut impérativement accélérer la production d'électricité renouvelable. Au-delà de 2050, se posera la question de dire est-ce qu'on souhaite aller au-delà de 25 ou 30% d'énergie renouvelable de type solaire dans le réseau? La question, là, sera plus sensible. Pour continuer, il faudra vraiment se poser la question de ce qu'on appelle les solutions de flexibilité, les solutions de stockage, pour tenir compte du fait que le photovoltaïque produit dans la journée et non pas H24. Mais en tout cas, jusqu'à 2050, il faut accélérer, il n'y a aucun souci. Et puis d'ici là, on va bien réfléchir aux solutions de stockage et de flexibilité. Bon, heureux de comprendre qu'il n'y a pas de risque de stabilité pour le réseau. Maintenant, il y a un point que je déplore, c'est que, autant que je sache, les panneaux solaires sont fabriqués en Chine, n'est-ce pas? Eh, c'est vrai. Et malheureusement, c'est vrai. Alors c'est vrai aussi pour votre téléphone portable. Et pourtant, on utilise des téléphones portables. C'est vrai pour le photovoltaïque aujourd'hui. C'est vrai. Et sincèrement, qu'est-ce que c'est regrettable. Si on regarde 10 ans en arrière, avant une période où un fameux moratoire a été décidé par un gouvernement français qui avait mal compris l'enjeu du photovoltaïque, il y avait plusieurs projets industriels, il y avait plusieurs projets de construction d'usines en France, et on aurait pu devenir un champion industriel du photovoltaïque. Malheureusement, les industriels, quand ils ont vu que les tergiversations du gouvernement, ils ont renoncé en considérant que c'était trop risqué de s'installer dans un pays qui ne savait pas ce qu'il se voulait en termes d'énergie solaire. Dans le même temps, les Chinois, eux, ils ont compris. Ils ont compris que c'était une des principales énergies du siècle. Ils ont accéléré et ils ont eu bien raison. Alors, restons optimistes. Heureusement, tout ça n'est pas inéluctable. De nouveau, il y a des projets de giga-usines de production de panneaux solaires en France. Ils sont à l'étude et j'espère qu'ils arriveront à trouver le moyen d'exister dans les années qui viennent. Parce que, prenons du recul, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de produire des panneaux photovoltaïques de manière compétitive sur le sol français et sur le sol européen de manière générale. Globalement, le surcoût de la main-d'œuvre européenne par rapport à la main-d'œuvre chinoise serait très largement compensé par la réduction des coûts de transport. Et puis en France, on a tout pour réussir. On a vraiment tout pour réussir l'industrialisation de panneaux français. Bon, on a une très bonne recherche et développement, un très beau centre de recherche et développement public au niveau de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui est une branche du commissariat à l'énergie atomique. On a des champions des semi-conducteurs, je pense notamment à ST Microélectronique à Grenoble. On a des champions de la conversion d'énergie, citons Schneider, un des leaders mondiaux. On a des champions du verre, qui savent parfaitement faire les verres et les verres spéciaux qu'il faut mettre sur des panneaux photovoltaïques, citons Saint-Gobain. On a de très grandes compétences en ingénierie industrielle. Et puis, on a un industriel historique, Photowatt, qui est l'un des inventeurs des éléments qui ont fait progresser le photovoltaïque dans le monde. Bref, on a un écosystème qu'il faut raviver. Il faudra quelques années pour choisir de mettre des nouvelles usines. Il faudra bien une décennie pour envisager de rattraper notre retard sur les Chinois. Mais ça en vaut la peine. Il y a un enjeu et j'espère qu'on va s'en saisir sérieusement. Heureux de comprendre qu'à terme, on va pouvoir un petit peu réduire notre dépendance à la Chine. Et ça va peut-être même dans une direction beaucoup plus globale. Est-ce que j'aurais tort de dire aujourd'hui que le photovoltaïque contribue à notre indépendance énergétique? Non, c'est une affirmation que je confirme. Le photovoltaïque contribue dès aujourd'hui à notre indépendance énergétique. Bien qu'aujourd'hui, nous le fassions avec des panneaux qui sont bien souvent importés d'Asie. Pourquoi? Parce qu'il faut bien distinguer l'usine et le carburant. Le panneau photovoltaïque, lorsqu'il est installé, d'où qu'il vienne, il nous donne la garantie qu'il va produire de l'électricité pendant 40 ans. 40 ans sans que l'on ait rien à importer à personne. Ni gaz, ni charbon, ni uranium. Le carburant des panneaux solaires, c'est le rayonnement solaire. Et ça, ce robinet de l'ensoleillement, personne ne peut nous le couper. Donc même avec des panneaux importés, le solaire contribue à notre indépendance. Bien sûr,
ce sera encore plus vrai, encore plus satisfaisant quand nous ferons tout ça avec des panneaux fabriqués en France. Donc oui, le photovoltaïque contribue à notre indépendance énergétique dès aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. On peut ajouter que le photovoltaïque peut se mettre en œuvre très très rapidement et au cœur du territoire. On peut aussi dire que le photovoltaïque contribuera à la baisse des prix de l'électricité, donc à l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs et à la compétitivité de notre économie. Soulignons aussi que le photovoltaïque contribue à la décarbonation de notre énergie. Soulignons enfin que le photovoltaïque apporte des services utiles au monde agricole et à la production agricole. Le photovoltaïque sera aussi certainement un joli sujet de réindustrialisation pour la France. Avec de telles qualités, je pense qu'il est vraiment urgent d'évacuer les arguments faux, les arguments surannés, les polémiques stériles. Bien au contraire, il faut faire du photovoltaïque un vrai sujet qui nous donne envie d'être optimistes, qui nous donne envie de travailler avec enthousiasme et sur lequel on va fédérer des tas d'énergie. Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut aborder le photovoltaïque. Merci Stéphane, ça y est, je suis devenu un petit peu plus optimiste pour l'avenir. Si vous êtes intéressé, vous qui écoutez, par l'installation de panneaux photovoltaïques sur votre propriété, n'hésitez pas à contacter Unit, qui est spécialisé sur les grands espaces, sur les grandes propriétés, sur l'installation et la rentabilisation de vos terrains. Encore merci beaucoup à Stéphane Moreau qui dirige Unit qui produit de l'énergie verte et renouvelable depuis 35 ans. Merci beaucoup Stéphane. Merci Marian. Et à très bientôt. Bonjour. L'énergie photovoltaïque